Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bruno Patino. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur éditorial d'Arte France, directeur de l'école de journalisme de Sciences Po. Vous publiez donc ce livre dont tout le monde parle en ce moment, La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention. C'est chez Grasset. Et là, on se dit, il est fort quand même parce que le coup du poisson rouge, ça c'est quand même génial. Il faut expliquer. En gros, les poissons rouges, c'est nous. Le bocal, ce sont nos écrans, voilà, nos smartphones. Durée d'attention d'un poisson rouge, 8 secondes. 8 secondes. Et durée de l'attention d'un millénial, ça, et ceux qui sont nés avec le smartphone dans la main. Alors, ce sont des ingénieurs de Google qui vous l'ont dit, c'est 9 secondes. L'homme a 1 seconde de plus d'attention que le poisson rouge. Et là, on se dit, en gros, le web, les applis, les services numériques, les smartphones, les écrans, ça nous rend drogués, accros et débiles. C'est quand même ça le truc. Le truc, c'est qu'effectivement, on a un rapport aux écrans aujourd'hui qui est très particulier et comme vous l'avez mentionné, enfin, en tout cas, ce livre parle de ça. C'est de notre rapport d'addiction au téléphone portable qu'on a toujours envie de consulter et que consultent nos proches tout autour de nous. Et notre rapport compulsif, je vois les images on en a des tonnes. Ça peut être dur à trouver ces images. Ah non, on les trouve partout. D'ailleurs, il suffit de regarder autour de nous et de se regarder soi-même. Hein. Évidemment, moi je suis le premier touché pour savoir qu'on a un rapport à ces applications qui est pratiquement des rapports de boulimique. Et donc ce livre visait à la fois à décrire cela, à essayer de donner un début d'explication et puis de regarder les effets que ça fait, quoi. Ouais. Livre qui plaît, encore une fois, avec très grosse promotion. En tête des livres, vous me disiez hors antenne, en tête, en tout cas bien classé dans le… Bien classé, oui, dans les meilleures ventes, ouais, de l'Express ou autre, mais je pense que… Non, mais ça crée en résonance avec une… Exactement, une vraie inquiétude. C'est-à-dire qu'en fait… Ce que l'on me dit et ce dont je m'aperçois, c'est qu'en fait, ça pose des mots, comme on dit, sur un ressenti qui est général. Et ce ressenti, encore une fois, il peut être celui d'adolescents, de parents, d'adultes. Il n'y a pas que les millennials, de personnes âgées ou autres. Et là, on se dit, c'est pas un livre qui est écrit par un vieux réac anti-tech, bien au contraire. C'est un spécialiste du numérique, vous avez créé le site web du Monde, vous connaissez très bien ce sujet, et vous-même, vous le dites, j'ai été un accro, vous avez consulté jusqu'à 542 fois par jour votre téléphone. Et là, on se dit, vous êtes un intello, vous n'êtes pas un teubé, comme on dit chez les jeunes. Non, mais on dit quelqu'un comme vous qui est un intello, ça touche tout le monde. Non, mais encore une fois, oui, ça touche tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est fait pour ça. C'est-à-dire de même que quand vous êtes accro à la cigarette a des choses, j'y connais rien, mais manifestement, la nicotine ou ailleurs, ça produit une sorte d'addiction. En fait, c'est qu'essaye d'expliquer ce livre, c'est que votre rapport au smartphone et votre rapport, encore une fois, à certaines applications, pas toutes, mais à certaines applications qui fait que vous en êtes dépendant à un moment donné, c'est fait pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfléchissent de façon à capter le plus possible votre attention, le plus possible votre temps. Et la meilleure façon de le capter, c'est de vous rendre dépendant à l'outil et dépendant à l'application. Et encore une fois, cette dépendance-là, ça n'est pas le produit du hasard, c'est le produit d'un modèle économique. Ouais. De la pub qui est derrière, et ça on va en parler juste après. Mais donc il y a des ingénieurs qui ont travaillé pour mettre en place des algorithmes pour jouer avec notre cerveau et nous rendre drogués, addictifs, c'est ça? En fait, parce que vous parlez de complétude, il y a différentes notions, concepts, il y a différentes notions. Pour le coup. On montre, j'essaie de montrer, si vous voulez, que certaines notions de neurosciences ont été utilisées de façon à nous rendre de plus en plus dépendants de ces applications. Alors, il y a les théories de la complétude, les théories, on ne va pas toutes les faire ici, elles sont dans le livre, de la récompense aléatoire. En gros, la récompense aléatoire, c'est une machine à sous qui fait que de temps en temps vous gagnez, de temps en temps vous ne gagnez pas, et au bout d'un certain temps, vous jouez, non plus pour gagner, mais simplement pour jouer, parce que vous avez cette envie compulsive de jouer. Il n'y a pas de gain quand on va sur… Il y a un gain, c'est-à-dire que de temps en temps, quand vous êtes sur un site de rencontre, sur un newsfeed, sur une application, arrive de façon quasi, ce qui vous semble aléatoire, arrive des choses qui vous concernent beaucoup, qui vous touchent beaucoup, puis des choses que vous trouvez complètement inintéressantes ou qui ne vous concernent pas. Et au bout d'un certain temps, eh bien, comme dans un mécanisme de machine à sous, vous jouez tout le temps pour voir ce qui va sortir, ben, vous compulsez vous consultez de façon compulsive certaines applications pour voir ce qui va sortir. Et encore une fois, ces théories de la neuroscience, elles ont été utilisées dans le graphisme, dans les algorithmes, non pas pour nous rendre dépendants pour le bien, ou j'allais dire pour le seul but de nous rendre dépendants, mais simplement parce que plus on capte notre attention, eh bien plus on vend de publicité. C'est ça en fait. Et je vois Facebook juste derrière et je repense à cet entretien que vous avez donné évidemment à France Inter
en faisant le parallèle entre Facebook et un agent immobilier. Non, ce que je disais, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, puisqu'on parle d'économie, oui. Le modèle économique de ces sites-là, ou même le modèle économique de Tinder, par exemple, site de rencontre, etc., c'est comme un agent immobilier qui ne serait pas payé à la transaction, mais à la visite. Au nombre de fois où vous rentrez. Au nombre de fois où il fait visiter un appartement. Donc de temps en temps, il faut que ça vous satisfasse, parce que si vous visitez que des choses qui ne vous satisfont pas, vous allez dire cet agent est nul. Et puis voilà, donc de temps en temps, c'est un agent immobilier. Appliqué à Tinder, ça veut dire qu'en fait, alors je ne suis pas un expert de Tinder, mais les matchs qui sont proposés sont volontairement pas toujours les bons, les meilleurs. C'est-à-dire qu'en gros, l'algorithme travaille le fait que de temps en temps, vous vous dites c'est parfait pour moi, et de temps en temps c'est pas du tout pour vous, parce que le but c'est pas de vous faire rencontrer quelqu'un, c'est de vous faire swiper, comme on dit, c'est-à-dire passer de profil en profil le plus longtemps possible, parce que le modèle économique dépend du fait que vous swipez le plus longtemps possible. Plus on est compulsif, plus on gagne de l'argent. Exactement, c'est juste ce modèle-là. Alors l'économie de l'attention, elle a toujours existé dans les médias. On sait bien, tous. Ouais. Mais quand on était petit, elle reste pas trop longtemps dans la télé, voilà. Ça rend débile. Mais c'est vrai. Ça rend pas débile. Si vous regardez Arte, ça rend pas débile. Mais un peu de publicité. Non, mais plus sérieusement, c'était limité à la fois dans le temps, parce que la télévision, elle était dans le salon, donc on passait pas tout son temps dans le salon. Et puis c'était limité en efficacité, parce qu'on essayait d'attirer l'attention du plus grand nombre possible au même moment. Ouais. Donc un peu comme un artilleur qui tirerait, j'allais dire, au hasard, ou plus ou moins au hasard, mais sur des grands agrégats. En revanche, quand vous êtes dans l'univers numérique, d'abord vos smartphones, vous l'avez en poche. Donc vous pouvez vous connecter en permanence, y compris quand vous êtes en train de faire quelque chose d'autre. Et c'est ça le drame. En train de dormir, de déjeuner en famille, de passer du temps avec votre conjoint, d'être en train de lire. Le temps passé sur les écrans se fait au détriment finalement de notre vraie vie, c'est ça? Mais ce n'était pas le cas avec la télé déjà? Un peu, mais encore une fois, c'était limité dans un lieu géographique qui était le salon. Donc vous pouviez regarder la télé en déjeunant pour certains d'entre eux, pour certaines personnes, mais vous n'êtes pas toujours là. Et la télé ne vous capte pas au travail, la télé ne vous capte pas au moment où vous êtes, où vous promenez, la télé ne vous capte pas forcément au moment où vous êtes dans des moments, j'allais dire, de calme. La télé, en théorie, ne vous capte pas pendant votre sommeil. Et puis la deuxième chose sur cette économie de l'attention-là, c'est sa précision. C'est-à-dire qu'en gros, les datas, les données et l'intelligence que l'on produit grâce aux milliards de données que l'on a et aux algorithmes que l'on utilise fait qu'on ne capte pas l'attention d'une masse, mais on capte l'attention d'un individu, et donc on va au plus près des émotions et des goûts de cet individu. Ouais. Il y avait cette formule en son temps qui a été largement décriée, signée Patrick Lelay, comme quoi la télé nous vendait du temps de cerveau disponible. Abrupte, violente, mais c'était bien ça pour le coup. Et là, on se dit que les réseaux sociaux, les services numériques au sens large, eux, nous grignotent du temps de cerveau. Nous prennent du temps de cerveau. Même quand le cerveau n'est pas disponible. Même quand nous ne sommes pas disponibles, ouais. Nous prennent du temps de cerveau et nous temps d'émotion, même quand nous ne sommes pas disponibles. C'est ça le jeu. Et c'est pour ça que la statistique que l'on donne à un moment donné, ce calcul qui a été fait comme quoi les journées, statistique américaine, mais je ne doute pas qu'elle soit la même chose en France, les journées aujourd'hui font 30 heures. Ah, j'ai pas compris cette partie-là du bouquin. C'est vrai? Ouais, c'est-à-dire, expliquez-moi. La journée, c'est de 24 heures et le temps? Ça dure 24 heures, mais en revanche, le temps général est de 30 heures. Si je mettais à la suite toutes les activités que je fais aujourd'hui, ça durerait 30 heures parce que les 6 heures, il y a 6 heures que je consacre à faire plusieurs choses en même temps. Et ces 6 heures-là sont du temps, la plupart du temps, du temps d'écran. Je reviens au point de départ. 9 secondes, la durée d'attention d'un millennials. C'est effrayant. Parce que derrière, c'est au-delà de la capacité à avoir, à pouvoir se concentrer, encore une fois, de manière aussi réduite, ça nous empêche de faire les bons choix dans la vie, les choix de la raison, quoi. Donc on se dit qu'il y a à la fois un danger qui est individuel, mais qui est aussi sociétal. Hein. Exactement, il y a deux dangers, j'essaie de les décrire. Le danger individuel, c'est à la fois l'addiction et ce manque d'attention permanent, et le danger collectif d'une socialisation qui se fait de façon compulsive, émotionnelle, en permanence au plus près de vos émotions et de votre réaction, où il faut toujours réagir de façon plus émotionnelle parce que les outils vous poussent à cela. Ce danger-là, c'est partager, liker. Exactement, c'est des dangers qu'on pourrait dire de polarisation sociale. Moi, je pense, si vous voulez, c'est aussi un livre d'alerte qu'on est au moment paroxystique de cela, en fait. C'est-à-dire que je crois, puisqu'on est chez Ecorama ici, je crois que il y a une sorte d'emballement du modèle en ce moment, on le sent.
emballement individuel, parce qu'il y a cette perception chez chacun d'entre nous que notre rapport aux écrans, ça n'est pas j'arrête quand je veux, il n'est pas tout à fait naturel, nous ne sommes plus maîtres de ces outils qui devaient Cette prise nous de conscience, libérer. vraiment, vous la sentez collective? Je la sens en tout cas incroyablement partagée. Vous parliez de l'écho du livre et du succès du livre. Je pense que son explication, c'est ça. C'est-à-dire que le ressenti est général. Quelque chose ne va pas dans notre rapport aux écrans. Et par ailleurs, sur la perception collective... Sachant que, quand je coupe, pardon, ce n'est pas l'écran qui est en cause, quelque part. C'est pas du tout. C'est ni l'écran, ni la technologie. C'est le modèle d'économie de l'attention. C'est-à-dire certaines applications et ce fait-là. Enfin, certaines, on les donne. Hein. C'est les WhatsApp, c'est les Facebook, c'est les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que, imaginons un réseau social qui fonctionnerait par abonnement. Ou imaginons, c'est plus le même modèle. Hein. Oui, voilà. Ou imaginons à l'inverse, un réseau social qui serait totalement gratuit, j'allais dire, à la limite, qui serait uniquement collaboratif et gratuit, sans but de profit. Ouais. Il ne ressemblerait pas du tout à ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. On ne serait pas dérangé tout le temps, quoi. Vous ne seriez pas en permanence sollicité pour vous dire qu'avez-vous fait aujourd'hui, vous avez été liké, vous avez été partagé, on a fait un commentaire sur vous, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, que faites-vous, la petite alerte, etc. Ça n'aurait pas lieu. Donc si vous voulez, je pense qu'on regardera, qu'on est dans un moment de prise de conscience individuelle et de prise de conscience collective, et que les contre-actions, les contre-poisons vont se mettre en place. Pas de façon naturelle, mais à la fois par une sorte de discipline individuelle et de mobilisation collective. Ouais. On va en parler effectivement de cette sortie par le haut possible. Mais je reviens à cette étude menée aux États-Unis qui évalue que notre santé mentale est menacée si on passe plus de 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux. C'est effrayant. Hein. Oui, c'est effrayant pour certains d'entre nous, parce que je suis bien au-delà des 30 minutes. Oui, hein. En tout cas, c'est une étude qui avait été faite en Pennsylvanie auprès d'étudiants et qui avait vu qu'effectivement, leur équilibre et leur relative sérénité était totalement bouleversée à partir du moment où ils s'immergeaient plus de 30 minutes sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Ce qui était le cas de chacun d'entre eux, en fait. Avec derrière, pour ceux qui sont drogués aux écrans, alors encore une fois on dit écran, mais c'est derrière encore une fois des applications qui cherchent encore une fois à capter notre attention, à avoir une utilisation compulsive. Derrière, ça conduit à des pathologies. Alors je ne vais pas dire, mais je suis dans certaines, mais c'est vrai que la nomophobie, peur de se retrouver sans son mobile. Exactement. Mon mobile, il est où? J'avoue que je suis dedans, c'est terrible. Nous sommes Atazagoraphobie. Je ne suis pas dedans pour le coup, en même temps on s'en fout, mais c'est la peur d'être oublié. C'est la peur d'être oublié. Quand à un moment donné vous pensez que... Parce qu'on est moins liké, voilà. Mais c'est une course sans fin en plus, ça, de toujours vouloir avoir plus de fans, plus de likes. Oui, mais en même temps, quand ça touche... Ça pousse la compétition à toujours plus. Oui, mais regardez autour de vous, regardez vous-même, cette peur de ne plus exister parce qu'à un moment donné, vous n'avez plus le miroir social, je mets social entre guillemets, qui vous est renvoyé par l'application, ça prouve bien que... Alors, toutes ces pathologies-là, la peur d'être oublié, la peur de vivre sans son portable, l'anxiété, le syndrome d'anxiété, j'en liste 4 ou 5, elles nous touchent tous plus ou moins à des degrés divers. Mais on s'aperçoit que chez ceux qui ont eu un portable et ses applications assez jeunes entre les mains, certains d'entre eux, sans doute les plus fragiles, sont touchés de façon gravissime. Vivent aujourd'hui le fait de ne plus être suivis à un moment donné par leur communauté sur Facebook comme un véritable bannissement social. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le développement, la santé mentale d'un enfant. Exactement. Quand vous avez ce cas qui est à un moment donné mentionné dans le livre de cette jeune ado américaine qui chaque matin se lève avec l'angoisse, la boule au ventre de savoir combien de fois elle va être partagée, combien de fois... On rit tous des accidents de selfie. Je vois des gens qui en photo là, de gens qui se mettent en danger de temps en temps au péril de leur vie pour prendre le selfie, mais là aussi c'est une sorte de pathologie particulière quand même. Ouais. Sachant qu'encore une fois, au départ, tout ça, Internet, tout ce monde-là, il y avait ce rêve originel de partage gratuit de savoir, de connaissances, d'échange, avec l'idée qu'il y aurait une forme d'apaisement, de la conscience collective. Enfin, tout ça nous tirait vers le haut. Et au final, on aboutirait peut-être à une forme de sagesse collective, on va dire, mais c'est pas ça du tout qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a les fake news, on a l'addiction, on a
parfois des torrents de haine, souvent des torrents de haine sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout ce qu'on nous avait vendu au départ. Tout ça parce que mais parce que l'économie s'est invitée, et elle s'est invitée de façon, j'allais dire, non modérée. Encore une fois, à aucun moment donné de ce livre, je dis qu'il faut interdire les réseaux sociaux, interdire les écrans. On reviendra pas en arrière. Vous avez vous-même mentionné que je travaille à la fois dans les médias et le numérique depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant pour mais vous avez cru à ce rêve originel, vous y avez cru. Mais j'y crois toujours. C'est-à-dire, je crois vraiment que mettre en relation le savoir, la connaissance, l'information, les individus, peut produire, d'abord, produit une nouvelle société, quoi qu'on en pense, et peut produire l'économie du partage, effectivement une augmentation du degré de connaissance générale, une société mieux informée, des mécanismes de solidarité. Je crois que ça peut produire ça. La différence avec le moment utopique, c'est qu'on pensait que ça devait produire ça, que ça serait automatique, qu'il y avait une sorte de déterminisme technologique et qu'il suffisait de connecter tout ce monde-là. Je parle du rêve des libertariens qui disaient surtout, on connecte tout le monde, on n'intervient surtout pas, et si on n'intervient pas, alors on aura entre guillemets, parce que aujourd'hui, l'expression est évidemment totalement datée, un cyberespace où régnera l'intelligence collective, la sagesse des foules, etc. L'économie s'est invitée, les eaux glacées du calcul égoïste, comme dit Marx dans le Capital, se sont invités là-dedans. L'économie de l'intention a produit une part de numérique qui n'est pas la seule part du numérique existante. Tout ce dont on parle, le partage du savoir, de l'information, l'économie du partage, les mobilisations sociales, etc., existent, mais celle qui nous aspire le plus, celle qui a le plus d'impact sur nos vies collectives aujourd'hui, n'est pas celle-là, mais l'économie drivée par le modèle de l'attention. Les Google, les Facebook, encore une fois. Les YouTube, les Facebook, etc. Et ce moment-là... Mais ce sont des machines de guerre, des milliards de dollars de profit. Et là, on se dit comment est-ce qu'on limite leur pouvoir d'un côté Oui, mais il y a toujours eu ce moment où on se disait, vous savez, le début du capitalisme industriel, dans la deuxième moitié du 19e siècle, personne n'allait les arrêter. Puis ensuite, la Standard Oil, au début du 20e siècle, c'était un pouvoir qui ne devait pas avoir de limite. Donc, on a toujours vécu à un moment donné, quand il y avait des nouveaux modèles économiques qui arrivaient, et qui n'étaient pas... régulés, encadrés, ou en tout cas qui n'avaient pas eu certaines limites données par la collectivité, que cette collectivité soit étatique en France, qu'elle soit plus sociale dans les pays de common law, mais en gros, à chaque fois, on a l'impression qu'on donne naissance à des acteurs qui sont là pour dominer, pour les siècles des siècles, toute la société. Je ne pense pas du tout que ce soit comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous prenez une société comme Facebook, elle est dans une situation Il demande de la régulation. D'ailleurs, paradoxalement, Mark Zuckerberg dit « je veux plus de régulation ». Il n'y a pas un calcul derrière ça? Bien sûr qu'il y a un calcul. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a une sincérité et un calcul. Le calcul, il est évident, c'est que quand vous commencez à réguler un domaine que vous dominez de façon outrancière, vous avez des barrières à l'entrée pour les nouveaux acteurs. Donc il a intérêt, effectivement. Ça, c'est le calcul. Mais la part, je pense, de sincérité relative, c'est que je crois qu'ils voient l'emballement. Quand Facebook annonce... Ils ont dû supprimer 2,2 milliards de faux comptes. Et je rappelle, derrière les faux comptes, il y a de la fausse attention. Et derrière la fausse attention, il y a quand même des vraies publicités et des vrais dollars. Et donc, ça menace le modèle économique. C'est pas du tout pour être vertueux, c'est parce que derrière, il y a des annonceurs qui n'ont pas envie de payer des vrais dollars pour des faux comptes. Mais en même temps, si vous voulez, vous êtes dans cette position paradoxale d'une société qui n'a jamais fait autant de bénéfices, Facebook, et qui n'a jamais été autant critiquée. Et on voit bien qu'on est dans un moment où, je pense, la mobilisation collective, encore une fois, quelle que soit sa forme, peut dire quelque chose sur le devenir de ces réseaux-là. Donc c'est à la fois, pour s'en sortir, c'est à la fois de la réglementation, de la régulation, mais aussi de l'autolimitation. C'est peut-être aussi, et là c'est compliqué à chacun et à chacune, de s'autodiscipliner, de s'autolimiter, avec une prise de conscience un peu comme à l'époque de la cigarette. Oui, pas uniquement. Quand je dis guérir et combattre, vous avez raison. Donc il y a combattre, on en a parlé, guérir, c'est individuel, mais c'est individuel à partir du moment où l'écosystème, où votre entourage vous y invite. C'est-à-dire à un moment donné, quand dans les systèmes éducatifs, collectifs, la politesse, le vivre ensemble, on vous rappelle qu'il faut s'auto-limiter. Maintenant, on rentre plus dans une réunion avec tout le monde qui fume, c'est fini. Ça. Donc on peut imaginer et donc un jour, on entrera dans une réunion, tout le monde ne sera pas derrière son portable. Il n'y aura plus effectivement les smartphones. Voilà, on pourrait gloser, discuter, ergoter comme ça pendant des heures. Il est génial, ce bouquin, il faut absolument le lire. Anecdote, mais les repentis de la Silicon Valley, où est-ce qu'ils mettent leurs gamins?
Dans des écoles où il y a moins d'écrans. Oui, dans des écoles no-tech, ouais. Voilà, no-tech. Non mais preuve que ces gens-là, ils sont pionniers, le danger, ils l'ont vu. Hein. Ils le voient. Voilà, à lire absolument donc. Bruno Patinaud et son livre La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention. C'est chez Grasset et c'est à lire. Merci beaucoup. Merci à vous.